Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Fabien dans le nouvel épisode de ce podcast qui nous raconte son parcours avec l'entrepreneuriat, la création de son activité, de l'agence avec Camille et Morgane Verismo Spoon. Il en parle beaucoup mieux que moi et il vous prodigue des conseils merveilleux sur l'entrepreneuriat. Alors, je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Fabien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Créer, Digitaliser et Entreprendre. Tu vas pouvoir nous parler de ton parcours avec l'entrepreneuriat. Bonjour. Merci en tout cas d'avoir répondu à cet appel. Et puis, ton épisode sortira du coup demain, donc on n'est pas du tout dans l'organisation, mais c'est pas grave. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours avant de devenir entrepreneur? Bien sûr, déjà, je suis ravi d'être là avec toi, Alexandre, et avec toutes les personnes qui suivent le podcast. Mon parcours avant de devenir entrepreneur, en gros, moi, j'ai travaillé, allez, on va faire à la grosse louche, hein, mais j'ai travaillé une dizaine d'années dans des grands groupes, le groupe Bouygues, le groupe La Poste, et tout simplement, je gérais des projets plutôt à consonance informatique, tout simplement. Alors après, ça balayait très très large, hein. C'était des projets autour de la comptabilité, de la qualité, de la finance, de la communication, du marketing, mais vraiment de la gestion de projet, comme on dit dans le jargon. Et j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. À la base, j'ai un diplôme d'ingénieur généraliste en informatique, d'une école qui s'appelle l'EISTI à Cergy-Pontoise, qui est plutôt une chouette école. Donc, enfin, j'en profite pour en toucher un mot. C'est toujours bon de faire un peu de pub. Euh, et puis voilà, 10 ans à travailler dans des grands groupes, à gérer des projets pour le compte de direction métier. Et puis, au bout d'une dizaine d'années, une envie de faire autre chose, de d'explorer des chemins que je pouvais pas explorer en étant dans les postes que j'occupais, et pour lesquels c'était compliqué de trouver le bon poste en entreprise qui me permette de le faire. Donc j'ai décidé de me lancer tout simplement à mon compte, de manière un peu, j'allais dire un peu, presque un peu folle en fait, tout simplement. Parce que j'avais aussi un fils qui était en chemin, et en gros, j'ai créé mon entreprise. Un mois plus tard, mon fils arrivait dans ma vie. Donc voilà, c'est beaucoup de changements en même temps. Mais ça me paraissait être le bon moment quand même. D'accord. Et comment tu as senti que c'était justement ce bon moment et dans quel domaine du coup tu t'es lancé exactement? Enfin, je pense que tu as un petit peu varié. Enfin, quand on est entrepreneur, on est quand même couteau suisse. Donc, est-ce que tu pourras nous parler en détail? Tu nous en parleras après. Mais comment est-ce que déjà tu as senti que c'était ce moment-là qu'il fallait y aller alors que ton fils était en train d'arriver en même temps? Eh bien, plusieurs choses. La première, c'est que ça faisait très, très longtemps, que j'avais envie, de travailler à mon compte. Mais pour le coup, c'était pas forcément une envie forte, chevillée au corps, un truc qui nous fait avancer. C'était plutôt, on va dire une petite envie douce, une espèce d'utopie. Ah ouais, ça pourrait être chouette, ça serait vraiment chouette, d'être à mon compte, et de travailler de manière indépendante pour le compte d'entreprise. Donc voilà, c'est une espèce de petite envie latente, mais probablement plein de blocages, et plein d'autocensure qui faisait que j'allais jamais chercher plus loin que cette douce utopie de: «Ah ouais, ça pourrait être sympa d'être à son compte un jour». L'arrivée de mon fils, puisque c'est des choses qui s'anticipent un peu, l'arrivée de mon fils, ça a été, quelque part ça m'a servi aussi de enfin, c'était une sorte de révélateur, on va dire. Dans le sens où, j'avais un boulot qui me plaisait, je travaillais à la Poste à l'époque, j'avais un boulot qui me plaisait, des projets qui étaient intéressants, et des collègues qui étaient vraiment chouettes, et puis dans une entreprise qui a des valeurs, et qui a une belle boîte, vraiment une belle boîte. Pour autant, l'arrivée de mon fils a signé aussi, quelque part la fin d'une certaine, c'est pas de liberté, mais d'une certaine insouciance. Parce qu'en gros, tant qu'on n'a pas d'enfant, il n'y a pas de jugement de valeur. Tant qu'on n'a pas d'enfant, quelque part, on est libre de presque tout.
on a de la responsabilité, mais elle est essentiellement envers soi-même ou envers quelques personnes proches, si on vit en couple ou relatif à potentiellement à sa famille, parents, frères et sœurs, et cetera. Et là, pour le coup, l'arrivée d'un enfant, c'est aussi une, très, très grosse responsabilité, à savoir, je peux pas faire n'importe quoi parce que, imaginons que demain, je me retrouve en grosse galère, bah, je suis pas tout seul. Je porte la responsabilité de cet enfant, à 2 évidemment, mais je porte la responsabilité de cet enfant et quelque part, je peux pas me permettre de prendre trop de risques. Et je me suis dit: «Purée, si je me dis ça maintenant, ça veut dire que dès lors que mon fils sera là, à peu près tout ce que je vais faire, il y a de grandes chances que ça soit régi par cette, prise de risque et cette importance liée à la prise de risque». Et je me suis dit: «Je risque grandement de m'auto-censurer bien plus que je ne le fais aujourd'hui et de m'interdire énormément de choses, qu'aujourd'hui je m'autoriserais». Donc bah, pour répondre à ta question, ça semblait le bon moment parce que, bah, c'était vraiment la une synchronisation entre, je me lance maintenant, si ça marche pas, heu, en moins d'un an, enfin j'avais une couverture financière, j'avais un petit peu d'argent de côté, donc ça me permettait de tenir, entre guillemets avec un équivalent de salaire quelques mois, et en gros voilà, si je me lance maintenant, j'ai quelques mois pour tester, le fait d'avoir de l'activité ou pas. Si j'ai pas d'activité, je sais que dans mon secteur d'activité, il me faudra 3 4 mois pour retrouver un job, peut-être un peu plus alimentaire que celui que j'ai aujourd'hui, mais en tout cas qui me permettra de couvrir, les besoins financiers de ma famille. Donc OK, le risque est faible, je peux y aller. Et puis après une fois que c'est démarré, bah, forcément, on cherche, enfin voilà, l'énergie elle est mise pour développer et faire perdurer. Donc c'est plus la même dynamique que s'il fallait vraiment, se lancer à ce moment-là. Donc l'arrivée de mon fils, ça a été un déclencheur et puis ça faisait aussi quelques années que, il y a eu deux autres petits points, quelques années que je fréquentais les cofondateurs d'un réseau social qui n'existe plus tout à fait aujourd'hui. Un des premiers, enfin un pionnier des réseaux sociaux qui s'appelait Peuplade, qui était un réseau social de quartier et qui, grâce au web, mettait en relation des personnes qui habitaient dans un même quartier bah, pour faire des activités, mais pour se rencontrer aussi tout simplement et pour créer du lien parce que donc à l'époque j'habitais à Paris, c'était dans le 17e et à Paris, enfin comme tu dois le savoir Alexandre, puisque tu y es passé à un moment donné, on connaît pas forcément, ne serait-ce même que ses voisins de palier. Et il y avait ce réseau social-là qui s'était lancé, dans le 17e à côté de là où j'habitais et une sorte de Facebook local quoi si on veut, avant même, l'arrivée en France, de Facebook et moi je m'étais beaucoup investi en tant que tout simplement, membre de ce réseau social et puis, et puis participant à la vie du réseau social et donc aussi du quartier et puis je m'étais rapproché des cofondateurs et qui avaient un esprit entrepreneurial qui était absolument, super chouette et ça m'avait évidemment donné envie de faire autre chose, que simplement d'être salarié et là aussi, sans jugement de valeur sur le salariat, j'ai aucun problème, et aucune, critique à faire sur le salariat, l'important c'est que chacun y trouve, son compte. Donc voilà, donc ce réseau social, et ces entrepreneurs, m'ont donné aussi cette envie de faire différemment, tout simplement. Et puis, ça faisait aussi 2 ans avant que je me lance, ça faisait 2 ans que j'écrivais. À l'époque, j'avais créé un blog qui s'appelait iCusage, un nom un petit peu tarabiscoté, mais qui me parlait bien, et si on avait plus de temps, je t'expliquerai pourquoi, mais ça sera un peu long et pas très, très intéressant aujourd'hui. Ah bah non, on veut bien que tu Hem nous expliques. Ouais, alors après c'est l'histoire c'est que j'ai créé un blog, j'ai lancé un blog et à l'époque, moi, le marketing et moi, ça faisait absolument 2. Je m'y étais quasiment jamais intéressé. Hem et donc j'avais créé, tout simplement un site, sur lequel je déversais des articles, qui parlaient de tout un tas de sujets autour du travail collaboratif, autour du design et des nouveaux usages, qu'on pouvait avoir apportés par le numérique. On était encore, enfin, ça s'est beaucoup accéléré depuis, mais on était presque encore dans les prémices du truc. Et j'écrivais beaucoup, je faisais beaucoup de veille, je commentais régulièrement les articles d'un certain nombre de blogueurs également. Et puis grâce à Twitter, je me connectais à plein de personnes qui avaient des sujets d'intérêt qui étaient proches ou
ou on va dire, proches des miens ou autour de l'entrepreneuriat, autour du design, autour de l'ergonomie, autour de tout un tas de questions, qui me passionnaient à l'époque et pour certaines qui me passionnent encore. Et une de ces personnes, Gennaro Bardi, un jour m'a dit: «Tiens, c'est marrant, ton blog, tu devrais l'appeler Haïkusage». Parce qu'à l'époque, moi, j'étais enfin, je le suis encore, mais c'est beaucoup moins visible. À l'époque, je parlais beaucoup du Japon. J'y suis allé 2 fois. J'ai appris à parler japonais que je parle très, très mal. Et bref, j'aimais beaucoup le Japon et à côté de ça, ce qui m'intéressait par rapport aux nouvelles technologies, c'était les usages que l'on peut en faire, tout simplement. Puisqu'une techno pour une techno, c'est pas très, très, enfin pour moi, je vois pas trop l'intérêt, de la techno pour la techno. Par contre, de ce qu'on peut faire de cette technologie, en la mettant au service, enfin un autre service au service de l'humain, bah, c'est là pour le coup, ça avait de l'intérêt pour moi et donc lui comme ça voilà, enfin après lui il est beaucoup plus marketeur que moi et il m'avait proposé, bah, ton blog tu devrais l'appeler Haïkusage. Tout simplement parce que enfin voilà, les haïkus, c'est ton côté japonais et les usages, c'est ce qui te passionne et voilà le mot sonne bien, et ça fait toujours plus sympa qu'un blog sans titre. Et voilà, donc du coup je l'avais appelé, ce blog-là, je l'avais appelé Haïkusage, j'avais repris son conseil, c'était assez sympa. Et je trouvais sympa aussi l'idée de co-construire finalement, de voilà, enfin de pas être le seul initiateur de ce qui arrivait sur ce blog, quitte à ce que ça soit jusqu'à la «marque» entre guillemets du dit blog. Donc voilà, donc pendant 2 ans, 2 ans qui ont précédé les 2 années qui ont précédé mon passage en freelance, bah, j'écrivais. J'écrivais beaucoup, j'écrivais quasiment un article par semaine. Je faisais énormément de veille et tout ça aussi, bah, me donnait envie de faire autre chose que ce que je faisais, Mmh. d'explorer, voilà, enfin j'allais dire des territoires sur lesquels j'étais jamais allé ça plus, mon fils, plus les entrepreneurs, que je fréquentais, bah, voilà, ça m'a tout simplement mis le pied à l'étrier et un jour je me suis décidé à me lancer. OK. Donc si on doit résumer, en gros, il y a 3 facteurs clés, enfin même 4 je dirais, ton ancien travail où tu voyais plus trop où est-ce que tu pouvais évoluer dans ce Tout métier-là. à fait. Difficile de trouver un travail qui pourrait correspondre à ton évolution, ton envie d'évolution, ton Oui, l'arrivée de ton fils et puis un oui, projet avec d'autres entrepreneurs de réseau social, voilà, de proximité, et aussi ton blog. Donc il y a 4 aspects. complètement, ouais, Mmh. OK et totalement. c'est marrant enfin, quand on sait ce que tu fais du coup aujourd'hui, c'est marrant de t'entendre dire, «J'étais pas du tout, formée au marketing, j'y connaissais Mais rien, non, communication». et pourtant c'est vrai et pourtant c'est vrai, je suis la preuve vivante que tout s'apprend, en fait. Mmh mh, c'est vrai. Et que tout s'apprend à partir du moment où on en a l'envie. Et on y Mmh. reviendra sur la notion d'envie tout à l'heure, je pense, Ouais. parce que c'est important aussi à la fois dans mon parcours et puis à la fois quand on parle de freelancing ou d'entrepreneuriat de manière plus large. Ouais, je voulais, encore préciser, quelque chose que j'ai pas précisé au début du podcast, mais, Fabien, m'a beaucoup, beaucoup soutenue, dans mon projet de lancement dans l'entrepreneuriat et de monter ma boîte. Fabien, il m'a donné, un cours, quand j'étais en master, c'était un cours sur, de stratégie, il me semble, Ouais, en lien avec stratégie des projets. d'innovation et d'entrepreneuriat, ouais, tout à C'est fait. ça, Ouais, ouais. stratégie d'innovation et d'entrepreneuriat qui m'a beaucoup plu. On a fait, des projets hyper intéressants, malgré la classe qui était pas forcément très éveillée à ça. Et maintenant que je donne, un cours du même type, je me rends compte, à quel point on était des sauvages en tant qu'étudiants. Et on s'intéressait pas assez à ces thématiques-là, alors que c'était l'avenir, quoi. Mais je te remercie d'avoir continué à me suivre jusqu'ici et pour tout ce que tu as pu, m'apporter. Mais bon, les remerciements, arriveront, encore et encore dans l'épisode, je pense. Donc je vais continuer à Merci. te demander, donc quelle a été la suite de ce parcours? Donc finalement, ces 4 facteurs ont fait que tu as lancé ta boîte un petit peu avant l'arrivée de ton fils et qu'est-ce qui s'est passé après? Eh ben, j'ai lancé la boîte en 2011, et ce qui s'est passé après, c'est que, en gros, à cette époque-là, j'avais pas envie de choisir, et j'avais pas vraiment
plus que ça réfléchit, ce qui est d'ailleurs, quelque chose que je déconseille, aujourd'hui, même si ça m'a réussi dans l'absolu, c'est pas forcément la bonne approche. Et donc, je me suis lancé en quelque part en disant: «Je vais tout faire». Enfin, en disant: «Je suis freelance et je fais, tout un tas d'activités qui ont des liens très, très ténus les unes avec les autres, et qui balayent tellement large que c'est compliqué d'expliquer réellement quelle est mon activité à part, je suis freelance et j'aide des entreprises, à conduire des projets». Et puis alors là, après, beaucoup plus dur d'être clair. Donc si tu veux, ouais, en 2011, je me suis lancé pour, faire, de l'accompagnement à l'innovation. Je me suis lancé pour faire, de l'accompagnement sur les dynamiques collaboratives pour que les entreprises changent leur manière de travailler et qu'on arrête de travailler, en silo, chacun dans son coin, mais au contraire de manière la plus transversale possible. Hem, un petit peu à la mode start-up, on dirait, aujourd'hui, même si c'est pas forcément, ça l'idée, mais en tout cas, c'est souvent dans les startups qu'on retrouve ces, organisations un petit peu plus horizontales, même s'il y a des très belles PME, notamment en France, qui sont structurées comme ça. Je faisais ça, je faisais aussi, enfin, je proposais aussi, ce qu'on appelle du design d'expérience. Donc en gros, travailler sur des parcours utilisateurs par rapport à des produits ou des services pour rendre la chose le plus fluide possible, pour faire en sorte que, ce qui soit conçu corresponde à des besoins réels et pas aux aspirations de l'équipe projet qui a, imaginé le produit ou le service. Et puis je proposais encore, je les ai même plus en tête tellement il y avait de choses, que je disais que je pouvais faire pour mes, potentiels clients que je n'avais pas. Hem et heu, il se trouve que j'ai eu de la chance parce que le fait d'écrire, heu, m'avait mis en relation avec, beaucoup de monde, et dans ces personnes-là, il y avait une personne qui bloguait aussi, à la limite, on disait blogueur à l'époque, ça se dit plus trop aujourd'hui, c'est un peu daté comme langage, mais bon. Mais en tout cas, voilà, avec un autre blogueur qui, il se trouve, était, responsable, d'un service innovation et collaboratif, chez Suez. Alors à l'époque, il était, entre la Lyonnaise des Eaux et Suez Environnement qui portait ce nom-là. Maintenant, il s'appelle Suez, ils ont changé. Et qui intervenait, donc chez Suez, auprès d'un certain nombre de directions métiers pour les aider dans leurs projets et amener des méthodes un peu plus innovantes et plus efficaces aussi que celles qui étaient, utilisées. Et il avait besoin de quelqu'un pour accompagner, la direction du knowledge management, donc gestion des connaissances, et sur un projet que cette direction-là voulait lancer. Et il s'est dit, Fabien est la meilleure personne, pour ça, de par tout un tas de choses et puis aussi de par tout simplement, tout ce que j'avais publié, puis les interactions qu'on avait eues lui et moi par rapport à ce que lui publiait, moi publi et ce que moi je publiais également. Hem et il m'a mis en relation et en gros, il m'a mis le pied à l'étrier. Il m'a mis en relation avec une personne qui gérait ce service, qui s'appelait Camille. Mmh. Normalement, le prénom va te dire quelque chose, donc faudrait Oui. je ferai le lien un petit peu après pour les auditeurs qui connaissent pas toute l'histoire, que toi Oui. tu connais. Il m'a mis en relation en disant à Camille, «Écoute, voilà, ce gars-là, moi, je te le recommande. C'est la meilleure personne pour t'accompagner. Elle a une approche, des méthodes, une vision des choses, qui est en rupture par rapport aux équipes que tu pourrais, avoir ou aux consultants que tu pourrais avoir, dans nos sous-traitants habituels. Donc voilà, rencontrez-vous, puis après, vivez votre vie. Ça ne me concerne pas puisque c'est pas moi qui porte le projet». Et donc déjà super chouette. Merci Frédéric si jamais tu écoutes ce podcast. Hem et il se trouve qu'avec Camille, le courant a pris très, très vite. Et puis j'ai commencé à travailler pour elle sur un projet allez, on va appeler ça un projet de moteur de recherche, c'est plus que ça, mais on va dire un projet de moteur de recherche interne autour des connaissances, pour faire simple. Et on a travaillé sur ce projet-là. J'ai amené des méthodologies, qui venaient du design, qui étaient jusqu'à présent, peu utilisées, dans l'entreprise. Et puis,
petit à petit, j'ai fait un projet avec elle, j'en ai fait 2, j'en ai fait 3. Elle a évolué chez Suez, et j'ai continué à travailler avec elle. Alors pas tout le temps, hein, évidemment, mais par petites missions interposées, parce qu'à un moment donné, quand on a un acteur de confiance, à qui on peut confier, une partie de ses projets sans avoir, comment dire, enfin voilà, en étant, absolument serein, a priori de tout ce qui va se passer, c'est quand même confortable. Et donc j'ai travaillé pendant, quasiment 5 ans, enfin, pour Camille, pas tout le temps, mais en tout cas, et parfois indirectement sur des projets, qu'elle pilotait pas, elle directement. Mais voilà, chez Suez, c'était des belles expériences. Et puis en parallèle de ça, j'ai eu d'autres clients qui se sont déclenchés. J'ai retravaillé pour la Poste en tant que freelance. C'était marrant, ça d'ailleurs, d'aller chez son ancien employeur en tant que freelance. J'ai travaillé pour la mairie de Paris. J'ai remporté un appel d'offres, sur tout ce qui était stratégie mobile et marketing mobile et réalisation, conception, réalisation d'applications. Je m'étais associé avec une petite agence, de développement mobile qui est basée à Perpignan. Mmh. Et on avait remporté cet appel d'offres ensemble, et on avait travaillé pour la mairie de Paris. Et puis tout un tas d'autres clients qui sont venus compléter ça petit à petit. Donc, en gros, voilà, enfin ça a démarré un peu par un coup de bol. Enfin, c'est comme ça que je voyais les choses à l'époque, hein. Ça a démarré un peu par un coup de bol, quelqu'un qui me recommande, et puis hop, un premier projet, et puis hop, un deuxième, et puis un troisième, et puis et cetera, et cetera, et cetera, jusqu'à aujourd'hui. Mais en réalité, en fait, ça a commencé parce que, sans le savoir, j'avais, heu, j'avais mis en place, ce qu'on appellerait aujourd'hui, une stratégie de contenu, Mmh. tout simplement. Puisque ça faisait 2 ans que je publiais sur mon blog, autour de sujets qui me passionnaient, et puisque j'étais passé en freelance, qui étaient les sujets sur lesquels je voulais travailler. Donc j'avais acquis une certaine légitimité, sur ces sujets-là, et c'est cette légitimité qui m'a permis tout simplement d'être trouvé, et puis d'être, ensuite, de remporter, un certain nombre de missions et de contrats chez mes clients. Donc, voilà, moi à l'époque, je me disais: «Ah, coup de bol, j'ai eu de la chance», alors qu'en réalité, enfin, c'est tout ce que j'avais fait au préalable, pardon, qui tout simplement avait porté ses fruits, et m'avait permis de développer mon activité, de manière progressive et relativement stable. Mmh. Et c'est passionnant parce que finalement, j'étais pas forcément au courant de tout l'avant De qu'il y tout. a eu, avec, avant, donc ce que tu vas nous dire juste après Ouais. pour garder le suspense. Et donc du coup, bah, voir en fait cette évolution, c'est juste, génial. Au début, le statut que tu avais, du coup, c'était un statut, d'auto-entrepreneur, ou enfin, ça existait peut-être pas, à ce moment-là, je sais pas? Je crois que ça existait pas encore, ou alors ça existait tout juste. Mais non, je me suis lancé directement avec un statut d'entreprise, d'EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, OK. parce que ça me semblait le statut le plus adapté par rapport à mon activité. J'a Tout simple enfin déjà, en fait, tout simplement de base, et là non plus, hein, il y a pas de jugement de valeur, mais le statut d'auto-entrepreneur, tu es limité en chiffre d'affaires, de manière annuelle. Après, si tu le dépasses, tu passes, j'ai plus de détails, mais tu passes en micro enfin, en tout cas, tu es obligé de changer, de statut, Mmh. et tu plus les mêmes conditions. Donc ça, c'est la première chose. Et puis moi, à l'époque, mon revenu en tant que salarié était déjà plus élevé que la limite haute du, statut auto-entrepreneur. Donc je me disais: «Bah non, enfin moi, mon objectif, c'est de pas gagner moins que ce que je gagne en tant que salarié», même si c'était un peu utopique, pour démarrer, mais en tout cas, c'est ce que je m'étais dit. Donc, ce statut-là, de toute façon, va pas correspondre. Et puis le deuxième point, c'est que sur le statut d'auto-entrepreneur, tu récupères pas la TVA. Alors tu la Mmh. collectes pas, mais tu la récupères pas. Donc c'est-à-dire qu'en gros, si tu t'achètes un ordi, si tu achètes un mobile, si tu achètes n'importe quoi comme matériel, si tu as des dépenses, sur lesquelles tu payes de la TVA, pour ton entreprise, bah, tu peux pas la récupérer. Donc ça fait que tout te coûte 20 plus cher pour, ton matos de travail. Donc Mmh. c'est quand même un peu embêtant. Et du coup, bah, j'avais étudié tous les statuts juridiques différents, et j'avais sélectionné celui-là.
Alors petit aparté, quand j'étais en seconde, j'avais fait une seconde généraliste, mais dans laquelle j'avais eu des cours de gestion et franchement, D'accord. c'est aujourd'hui, au lycée, il y a la possibilité de choisir un certain nombre de matières. Donc il y a des matières socles et puis il y a des matières sur lesquelles on peut, composer un petit peu son petit portfolio personnel et à peu près tous les lycéens peuvent, s'ils le souhaitent, faire de la gestion et avoir des cours de gestion. Je leur conseille fortement. Enfin, c'est hyper important. Enfin, moi, je trouve ça hyper important d'être sensibilisé très tôt à ces questions-là, parce que si je n'avais pas eu ces cours-là, j'aurais eu beaucoup plus de difficultés dans le cadre de mon activité à plein de moments donnés. Oui, oui, du coup, je te rejoins complètement, Fabien. Je trouve que c'est hyper important qu'on soit formé dès le plus jeune âge à tout ça et on n'a pas de cours, en fait, au niveau, par exemple, du lycée, sur, la gestion d'entreprise. Donc je me souviens, j'avais des cours d'économie, mais à aucun moment, j'ai vu la gestion d'entreprise et je pense que ça m'aurait plus parlé justement, de voir ces aspects, vraiment, dès le plus jeune âge. Enfin, la seule chose qu'on voit par rapport à notre, avenir, c'est la conseillère d'orientation qui, finalement, nous aiguille par rapport à un QCM qu'on remplit. Donc, c'est pas forcément le plus adéquat, on va dire. Il y en a qui ont la chance de savoir déjà ce qu'ils veulent faire et puis d'autres non. Mais en tout cas, oui, j'encourage aussi, comme toi, tout le monde à se former avant à tout ce qui est possible de faire dans la vie parce qu'il n'y a pas que le salariat, il n'y a pas que être indépendant non plus. Enfin voilà, moi non plus, j'ai rien contre le salariat, mais en tout cas, pour le coup, voilà, c'est bien de savoir ce qui est existant pour bien se former et puis pour faire les bons choix dans notre vie future. Ouais. Euh, et du coup, suite à ça, est-ce que tu veux nous parler maintenant de donc cette aventure qui a démarré aussi avec Camille en lien? Parce que moi je connais Ouais. qu'à partir de là. Ouais, ouais, tout à fait. Et alors, ce qui est sympa, c'est qu'effectivement, donc Camille, qui est on peut le dire de cette manière-là, qui est ma première cliente, tout simplement, dans le cadre de mon activité de freelance. Oui. Camille, en 2016, c'est aussi devenu mon associée. Mmh. Puisque elle, en 2015-2016, elle avait fait le tour, un peu comme moi, hein. Évidemment, histoire différente, profil différent, mais c'est un peu la même, c'est un peu le même parallèle. Elle avait fait le tour de ce qu'elle pouvait faire chez Suez, tout simplement. Elle avait fait le tour aussi d'un certain nombre de métiers dans lesquels elle avait exercé. Et à ce moment-là, nous, sur tous les projets sur lesquels on avait travaillé ensemble, dans une relation malgré tout salariat, freelance, et puis on va dire client-fournisseur, il y avait eu quand même un vrai fit et un courant qui passait bien, et puis et une efficacité assez incroyable. Et puis du plaisir aussi pris dans les projets. Et donc à ce moment-là, comme on discutait beaucoup sur plein de sujets, dont le sens de la vie professionnelle, je lui ai proposé qu'on s'associe et qu'on crée une entreprise tous les deux en tout cas dans l'idée forte et qui se distingue pour là aussi pour faire des choses qui nous plaisaient. Et donc on s'est associé, on a créé There is no Spoon. Euh, There is no Spoon qui est une agence, tout simplement une agence de conseil et de création qui accompagne aujourd'hui on accompagne des PME, essentiellement des PME parce que c'est notre cible de cœur, parce que c'est des entreprises dans lesquelles entre le comité de direction et le terrain, il y a très très peu d'étages, donc l'impact en termes d'accompagnement, il est quand même très très fort, et il y a un vrai sens de l'opérationnel et du terrain, et c'est des entreprises qui sont aujourd'hui relativement, en tout cas c'est notre vision, hein, relativement délaissées, un peu laissées toutes seules par beaucoup d'acteurs économiques, et qui ont finalement peu d'accompagnement pointu sur un certain nombre de sujets comme le digital, comme leur business model, leur chaîne de valeur, l'innovation, et même plus basiquement, tout simplement, sur leur présence en ligne. Donc voilà. Donc en tout cas, en 2016, on se lance tous les deux, on s'associe, on crée une entreprise, on l'appelle There is no Spoon, et on commence une nouvelle vie professionnelle finalement à deux. Et
et ça change dans l'absolu, beaucoup de choses. Ça change vraiment beaucoup de choses parce que, quand on est freelance, on est, enfin, en général, on est seul, sauf éventuellement si on fait partie d'un collectif, mais c'est encore autre chose. Et dans l'absolu, finalement, on porte absolument tout. Et quand on s'associe avec quelqu'un, même si l'activité est proche d'une activité de freelance, bah, finalement, on partage beaucoup de choses, que ce soit dans les difficultés ou dans le ou au contraire dans les opportunités. L'énergie, la dynamique est vraiment pas la même. Euh, et puis, euh, et puis la manière de voir les choses change également, puisqu'on a, alors j'allais dire, des contre-pouvoirs, des contrepoids. En tout cas, on a quelqu'un qui n'a pas forcément le même avis que soi, qui est toujours là et avec qui on va toujours échanger. Donc chaque décision, même des micro-décisions finalement, se prend en ayant réfléchi bien plus que si on était seul. Alors évidemment, ça ne veut pas dire oui, mais chaque micro-décision, il faut 15 jours pour la prendre. Non, parce que très très souvent, et en plus quand on a un niveau d'intimité intellectuelle et professionnelle comme celui qu'on avait avec Camille, enfin qu'on a d'ailleurs avec Camille, euh, il y a plein de décisions sur lesquelles je sais en l'apprenant que c'est la bonne décision et que c'est exactement ce que Camille ferait parce qu'on se connaît bien et parce qu'on fonctionne bien ensemble. Et puis il y a des décisions aussi, au moment où je m'apprête à les prendre, je me dis, attends, non, là Camille, elle se poserait cette question-là. Ouais, alors ok, très bien, bah, je vais me poser cette question-là. Donc c'est un espèce de changement finalement de changement de référentiel et on est enfin on est plus fort quoi. On est aussi plus fort à deux. Et c'est un enseignement intéressant pour quelqu'un qui comme moi est foncièrement très très indépendant dans son état d'esprit, dans sa manière de fonctionner euh, et euh, et enfin c'est peut-être pour ça que je suis freelance hein, d'ailleurs hein, mais le fait de fonctionner à deux, ça a aussi été une révélation. C'est un des meilleurs choix que j'ai pu faire de toute ma vie professionnelle, de m'associer avec quelqu'un. Ouais. En l'occurrence, c'est Camille. Et quelques années plus tard, on est passé de 2 à 3 puisqu'on s'est également associé avec une autre personne qui s'appelle Morgane et qui était freelance aussi, avec qui on avait beaucoup travaillé auparavant. Et là aussi, avec qui il y avait un vrai fit intellectuel, professionnel, sur de la vision, sur de l'envie, sur tout un tas de choses qui font qu'on s'est dit ok faisons un pas de plus, passons de 2 à 3, mais toujours dans une logique de on est trois associés et on conduit une activité ensemble. Mmh. Et c'est vraiment impressionnant de voir en fait que, dans un monde finalement parallèle, vous étiez tous les 2 salariés et peut-être que le fait de ton expérience, entrepreneur avant seul, lui a donné aussi envie à Camille de te Oui, rejoindre et de se tout à dire, fait. «Bah, voilà, ça matche bien. En plus, voilà, j'en ai marre aussi de mon travail, j'ai envie de voir autre chose et bah, pourquoi pas se lancer?» Et elle, peut-être que ça l'a aussi rassurée en se lançant d'être associée avec toi et de pas être tout de suite toute seule. Donc, au final, c'est que ça a bien fonctionné et ça continue de fonctionner aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez des évolutions que vous avez envie d'apporter à There is no spoon. Tu m'en as parlé la semaine dernière, mais peut-être que tu veux pas en parler, donc je ne vais pas teaser plus. Euh, mais en tout cas, enfin voilà, moi je te connais depuis que donc je suis depuis 2017 a priori, donc tu avais Ouais, lancé There is no spoon depuis un an et demi ouais, c'est peut-être. ça. Ouais. Et je vois le chemin parcouru aussi et je trouve que c'est impressionnant et puis, bah, voilà, c'est pas pour rien que quand je parle de toi, je dis souvent que tu es mon mentor mais en tout cas, impressionnant et ma prochaine question, c'était surtout, savoir comment, est-ce qu'au quotidien tu fais pour gérer du coup cet aspect, entrepreneurial, donc ton entreprise, le fait d'être associé avec plusieurs personnes, devoir gérer plusieurs, typologies de clients et cetera, mais aussi devoir, gérer voilà, ta vie personnelle, ton fils. Comment tu fais pour, gérer tout ça? Merci hein, pour tout ce que tu as dit auparavant, d'ailleurs. Et par rapport à There is no spoon, ouais, enfin, la- l'entreprise évolue et enfin, ce qui est chouette, c'est que dans l'absolu, enfin, n'importe quelle entreprise en théorie n'est pas figée dans le temps Mmh. et est en évolution, en changement permanent.
après, c'est plus ou moins difficile en fonction de la taille de l'entreprise et tout un tas de choses. Mais voilà, donc oui, il y a des changements qui vont arriver, qui seront assez chouettes. On en parlera pas ici parce qu'on est en plein dedans et que c'est un petit peu trop tôt, mais on en reparlera de toute façon sur les réseaux dès lors qu'on aura terminé ce qu'on est en train de préparer. Euh, pour revenir à comment je gère tout ça, ou en tout cas comment je m'organise, comment je travaille au quotidien. Juste avant, si je puis me permettre, juste avant, je voudrais juste faire une toute petite digression, mais qui revient sur le fait de s'être associé Mmh. à Camille et à Morgane. Euh, Quand on parle de freelancing, on parle, on parle de la notion d'indépendant, on parle de la notion d'indépendant, freelance, travail solopreneur, etc., etc. En tout cas, enfin, tout un tas de termes qui ramènent à une seule personne, seule. Et puis après, autour de ça, il y a des notions de collectif. Alors des collectifs qui sont soit des vrais collectifs, on a un collectif de freelance avec une vraie marque les entreprises s'adressent au collectif et les freelances du collectif répondent aux entreprises. Donc ça, c'est le collectif en tant que tel. Et puis après, de collectifs informels, par exemple, on est 12 freelances dans un espace de coworking. Donc certes, on ne travaille pas beaucoup ensemble, mais en revanche, on partage énormément de choses, on s'interroge sur nos activités, on s'entraide, éventuellement au cas par cas, on intervient sur des petites missions ensemble. Voilà, on oppose toujours l'individu, enfin le freelance au sens individuel, au collectif ou derrière à l'entreprise ou à l'agence ou à tout un tas de choses comme ça. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec There is no spoon, ce qu'on est en train de voir, c'est que finalement, on peut être freelance tout en étant plusieurs. Parce que très honnêtement, même si de la, euh, on va dire de la fenêtre de nos clients des entreprises avec lesquelles on travaille, euh, ils ont l'impression de travailler, en tout cas de contractualiser avec une agence, puisque c'est aussi comme ça qu'on se présente. Euh, En réalité, on leur apporte un état d'esprit, une culture, une méthodologie, une efficacité, une rapidité, une agilité de freelance. Et ça, Mmh. c'est vachement important. Et pour moi, ça a été une vraie découverte de se dire, on peut être indépendant sans être seul. On peut être Mmh. indépendant à plusieurs, plus exactement. Et sans perdre, sans que la notion d'indépendance, que souvent on associe à la liberté et au fait de ne pas avoir de contraintes au sens neutre du terme autour de soi, malgré tout, on peut très bien l'avoir en étant plusieurs et en ayant des contraintes et de la responsabilité vis-à-vis de ces personnes-là. Puisqu'évidemment, quand on s'associe, on porte une certaine responsabilité collective. Donc voilà, donc c'était le petit aparté pour dire, moi aujourd'hui, je considère que je suis freelance, mais en fait, je suis freelance à 3. Voilà. Mmh. Et d'un point de vue marketing, parce que j'ai quand même progressé sur le sujet depuis 2011, et d'un point de vue marketing, évidemment, on se présente comme une agence parce que comment dire, c'est la case dans laquelle, pour nos clients, c'est plus logique de nous trouver. Voilà. Mmh. Et je trouve que c'est intéressant de parler de ça justement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent: «Non, je veux pas me lancer parce que je vais être seule, parce que je vais pas avoir de collègues, parce que, j'ai pas la capacité d'être, assez autonome, je j'ai pas envie d'être tout le temps en télétravail ou autre». Mais en fait, il y a des possibilités qui font que, bah, voilà, tu l'as dit, si on rejoint un collectif, si, on travaille dans un espace de coworking et si on s'associe du coup, on peut, aussi être, indépendant, mais pas seul, en fait. Donc c'est bien que tu Exactement. en aies parlé. Il y a plein de modalités. Il y a pas qu'un seul modèle. De la même manière qu'il n'y a pas que le salariat, il n'y a pas que le freelancing au sens je suis tout seul. Et il y a plein de modèles et ces modèles-là, on est en train tous ensemble de les inventer. Et c'est ça qui est chouette aussi. Mmh. C'est qu'il y a encore plein de choses qui n'existaient pas, ou en tout cas pas sous cette forme-là. Et on a, on a une infinité de possibilités devant nous. Et la seule chose qui nous arrête, c'est nous. C'est les freins qu'on va se mettre tout seul dans les grandes lignes. Mmh. C'est ça, exactement. Est-ce que tu peux nous parler, du coup, de ton Oui, organisation? le quotidien et l'organisation. Écoute, pour le coup, c'est assez.
j'allais dire, ça va être assez simple, assez rapide et assez classique, dans le sens où donc on est trois, donc on se parle, enfin déjà enfin quasiment tous les jours, sans qu'il y ait besoin de ritualiser ça. Néanmoins, on s'est fixé un certain nombre de rituels. Le lundi matin, on a un point pour tout simplement partager. Enfin, déjà refaire un petit peu, remettre un peu de machine à café dans le distanciel parce on est tous à distance, hein, on n'est pas dans pas dans le même lieu et on n'a pas de bureau. On est à Aix, on est à Paris, on est en Normandie, donc bon, ça fait des rencontres qui sont essentiellement distancielles. Donc le lundi matin, on se parle tous pour voilà, pour faire le point sur nos vies perso parce que c'est important aussi. Et puis ensuite pour faire le point sur l'activité professionnelle. Et puis après, tout simplement projet par projet, on a les différentes tâches à suivre et à exécuter et pour lesquels, sur chaque projet, c'est extrêmement bien défini. Donc il y a pas de question qui se pose. Chacun sait ce qu'il doit faire, ce qu'il a à faire, parce que voilà, on est sur du projet pour un client, donc les rôles, les responsabilités, les tâches, les deadlines, tout ça, c'est extrêmement clair, défini et piloté. J'allais dire presque marqué à la culotte ou à la cuillère, hein, si on veut faire un mauvais jeu de mots qui marche pas tout à fait. Mais voilà, donc la partie activité pour les clients, tout ça est très bien cadré. Et puis après, pour le reste, euh, on fait tous de la prospection, enfin en tout cas du développement commercial. Il y a pas une personne plus qu'une autre qui est responsable du développement commercial, qui est responsable du marketing, de la communication. C'est des responsabilités qui sont partagées. On en est tous co-responsables et on en porte tous un petit bout. Après, on a chacun enfin, nos zones de confort ou nos sujets de prédilection. Ça dépend de quel angle on regarde. Moi, je sais que par exemple, toute la partie compta, finance, suivi des factures, des devis, etc., c'est quelque chose qui me pose enfin, pas de difficulté, qui m'embête pas, qui est simple et facile à faire pour moi. Donc, c'est assez naturellement que je le fais. Voilà, enfin, ça serait, enfin, Camille ou Morgane préférerait le faire, elle le ferait. Il n'y a pas de, il y a pas de, il n'y a pas de blocage ni d'ego ni de quoi que ce soit là-dessus. C'est vraiment voilà, moi ça me prend pas beaucoup de temps, ça me prend pas beaucoup d'énergie, donc je le fais. Sur le marketing, la com, on le fait tous de manière à peu près équilibrée. Alors moi j'ai un passif un peu plus gros parce que j'ai quand même beaucoup communiqué à une certaine époque, mais voilà. Et et puis après sur le développement commercial, voilà, enfin là pour le coup, enfin à un moment donné, enfin, c'est de la responsabilité de chacun aussi parce que de toute façon, il n'y a pas 36 solutions si on veut développer de l'activité. Il faut aller chercher des clients, il faut fidéliser les clients actuels et voilà. Donc ça c'est pour la partie un petit peu comment on s'organise dans There is no spoon, mais le sujet c'est plutôt moi que There is no spoon. Donc comment je m'organise moi. Moi j'ai une petite contrainte qui est que je l'ai déjà dit, hein, donc j'ai un fils, mais je suis séparé et je vis seul. Du coup, mon fils, je l'ai une semaine sur deux. Et effectivement, une semaine sur deux, j'ai pas le même planning, pas la même organisation, parce que je le dépose à l'école tous les matins, je le récupère à l'école tous les soirs. Alors, entre 16h30 et 17h30, j'essaye de le récupérer le plus tôt possible, parce que ça grandit vite, hein, un gamin, et j'ai envie de passer le plus de temps possible avec lui. Même si c'est un enfant et parfois on a aussi envie qu'il soit très très loin. Mais ceci dit, voilà. Euh, mais ceci dit, ça n'empêche pas que voilà, enfin, ces années-là où ils sont, enfin là il a 10 ans, hein, il est en CM2, donc les années où ils sont petits, elles passent très 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 vite et elles se rattrapent pas après. Donc voilà, quand je me suis aussi lancé en freelance avant sa naissance, c'était en me disant, cette activité me donnera une plus grande possibilité de moduler mon temps pour choisir là où je veux le mettre. Alors ça ne veut pas dire que j'en ai plus de temps libre, ça ne veut pas dire que je travaille moins, ça veut dire que je peux le moduler. Je peux me dire, bah tiens, mercredi, je vais le passer avec mon fils. Par contre, ouais, je vais travailler tous les soirs de la semaine jusqu'à minuit. Parce que voilà, j'ai choisi de décaler mon temps de travail à un moment où j'estime que c'est correct pour moi, pour avoir un autre moment qui est libéré. Je peux aussi choisir de prendre moins d'activités pour avoir plus de temps. Je peux aussi choisir de prendre plus d'activités à un moment donné pour me libérer beaucoup plus de temps plus tard. Voilà,
ce qui est chouette dans le freelancing, c'est ça aussi, c'est la possibilité de moduler son temps et de faire des choix pour que son planning corresponde à ses aspirations. Ça ne veut pas dire que c'est facile, parce que typiquement les semaines où j'ai le fiston, c'est quand même assez tendax, hein, parce que les journées sont courtes. Pour produire, ou en tout cas pour produire ou pour réfléchir et amener du conseil et les bonnes idées à nos clients, bah, faut quand même avoir un petit peu de sérénité euh, et on va dire avoir l'esprit vide aussi, tout simplement. Ce qui n'est pas toujours facile quand on a un gamin à la maison, même s'il est à l'école une partie de la journée, parce qu'à cet âge-là, c'est aussi très demandeur et voilà. Donc, on va dire que je me débrouille pour articuler mon temps du mieux que je peux, pour libérer le plus de temps possible pour le passer avec mon fils, mais pour autant, quand il y a des contraintes plus fortes d'un point de vue activité par rapport à un certain nombre de clients, j'articule aussi en tenant compte de ça. Donc, et puis les semaines où mon fils est avec sa maman, j'ai un petit peu plus de temps, mais bon, euh, c'est pas non plus pour le passer qu'à travailler, parce qu'il faut aussi prendre un petit peu de temps pour soi dans l'idée. Faut pas s'oublier quand on est freelance. Ça, c'est vraiment un truc très important. Faut pas s'oublier. Faut garder du temps pour soi. Faut le sanctuariser. Donc, j'essaye aussi, tant que faire se peut, sur les semaines où mon fils n'est pas avec moi, là aussi de moduler mon temps pour me libérer du temps aussi. Voilà. OK. C'est super intéressant ce que tu dis parce que, enfin, personnellement, je suis qu'à l'étape de début, donc je suis encore dans cette, recherche, comme tu peux le savoir. Et effectivement, avant de trouver son rythme, il y a un temps, qui se passe et puis, je pense en tout cas qu'on trouve jamais vraiment son rythme. En fait, on s'adapte à soi, à son quotidien. Ouais. Toi, je suppose que tu t'adaptes aussi beaucoup à ton fils. Du coup, comme tu dis, les jours où tu ne l'as pas, tu vas travailler plus pour te concentrer sur les projets, pour être un petit peu plus libre les semaines où tu l'as. Et c'est la meilleure organisation qui soit au final. Et puis quand il y a des urgences, effectivement, les gérer plus tard le soir, etc. Ce qui n'aurait pas été forcément possible si tu avais été salarié. C'est ça qu'il faut vraiment mettre en exergue, c'est que Ouais. finalement, tu gères ton temps comme tu l'entends en fonction de tes projets. Exactement. Et puis ce que tu dis est vrai, en fait, à un moment donné, il n'y a pas une seule organisation, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, il y a celle qui te correspond Mm, et qui te permet d'être serein. Et ça, c'est vachement important. Parce que quand on est freelance, en fait, quand on est freelance, il faut savoir gérer la frustration. mm, Et mm. je crois que c'est ça le plus dur au final, parce que gérer la liberté, c'est pas très compliqué. Gérer la frustration, c'est autre chose. On peut tout faire en théorie. On peut, enfin, sauf qu'il y a, il y a un facteur temps qui est là et qui fait que, bah non, malheureusement, les journées, elles font que 24 heures, dans lesquelles on ne peut pas travailler 24 heures, c'est pas possible. Et déjà même 12 heures, c'est souvent compliqué et c'est pas tout à fait tenable ni conseillé. Donc, faut savoir gérer la frustration. La frustration, par exemple, pour moi, de plus écrire. Ça fait 4 ans que j'écris quasiment plus. Alors qu'avant, enfin voilà, au tout début, je publiais un post par semaine, quoi. Donc, et je publiais énormément sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'écris presque plus et je publie très peu sur les réseaux sociaux parce que j'ai plus l'énergie, en fait, tout simplement. Mais c'est pas grave. J'ai mis du temps comment dire, Lâcher à prise. digérer la frustration, à gérer cette frustration-là. Et aujourd'hui, je me dis non, mais je peux pas tout faire en fait. Donc si en plus je me génère un sentiment de frustration qui est négatif, qui me bouffe de l'énergie parce que je réussis pas à faire quelque chose, que ce sentiment de frustration ne permettra pas de réussir à faire mieux, en vrai, je vais bouffer de l'énergie que j'ai déjà pas beaucoup pour rien. Donc voilà, faut apprendre à gérer sa frustration quand on est freelance, c'est ça le plus dur. Et en vrai, c'est quelque part, c'est presque ça le plus important, même par rapport à apprendre à gérer son temps. Ouais, parce qu'en vrai, si tu gères ta frustration, finalement, tu vas être capable de moduler ton temps de la manière la plus efficace qui soit. Et ton énergie, tu la boufferas pas sur des petits trucs inutiles. Donc ça, c'est vrai, c'est un apprentissage. Enfin, il m'a fallu 10 ans de freelance, hein, pour prendre conscience de ça et vraiment m'apaiser sur tout ce que je ne pouvais pas faire. En plus,
parce que j'ai un caractère de curieux, d'enthousiaste, de faiseur, de tout un tas de choses qui fait que des idées de projet, j'en ai 200 par jour et j'ai tout envie de les lancer. Mais en vrai, j'ai tout envie de les lancer en ayant déjà une activité pro à faire tourner, qui déjà occupe beaucoup de place et c'est pas si facile que ça. En ayant aussi un fils dont je dois, non, c'est pas simplement m'occuper en fait. Enfin, voilà, je suis son père donc enfin voilà, j'ai pas un enfant juste pour m'en occuper quoi. C'est C'est ça. au-delà de ça. Voilà, donc à un moment donné, il faut savoir gérer ses frustrations et c'est vachement important et ça amène aussi beaucoup de sérénité. Et c'est important la sérénité parce que quand on est freelance, il y a pas mal d'aléas qui peuvent se produire, qui sont pas toujours faciles. Et si de base t'es pas méga serein, les encaisser c'est pas toujours évident. Je te le fais pas dire. J'ai rien à redire là-dessus en tout cas. Merci pour l'éclaircissement en tout cas et puis nous expliquer un peu comment tu t'organises parce que ça, je pense que ça en aidera certains. Est-ce que du coup, comme tu parlais, voilà, des aléas qui peuvent arriver de jour en jour et tous les jours aux entrepreneurs, est-ce que tu peux nous parler de certaines contraintes, certaines galères et certains aléas que tu as rencontrés et comment est-ce que tu as fait pour passer au-dessus? Comment tu as fait pour trouver une solution? Bah, dans les aléas, il y a des trucs, enfin, il y a beaucoup de classiques, hein, il y a beaucoup de classiques du style le client qui arrête la mission alors que c'était pas prévu. Enfin, dans l'absolu, il a le droit de l'arrêter. Enfin, en tout cas, en l'occurrence, parfois il l'arrête de manière pas tout à fait correcte et auquel cas ça se passe plutôt en mode avocat et compagnie. Mais heureusement, ce genre de cas de figure est plutôt rare. Mais c'est plutôt le côté une mission qui ne se reconduit pas. Tu vois, Mmh. par exemple, tu travailles 4-5 mois sur un sujet. Normalement, c'est censé se reconduire tous les 6 mois, et puis t'as pas fait attention parce que t'es dedans, parce que plein de choses, et puis en fait le truc se reconduit pas, et t'avais pas anticipé, donc c'est compliqué de rebondir dans ces situations-là. Donc enfin, ouais, ça c'est la situation la plus classique finalement, c'est un contrat soit qui s'arrête plus tôt que prévu, de manière respectueuse et correcte, hein, de la part du client, soit qui ne se reconduit pas alors que toi tu t'imaginais qu'il allait être reconduit. Et ça, moi, ça m'a appris quelque chose, c'est que à partir du moment où un contrat démarre, il faut partir du principe qu'il va s'arrêter au mieux à la date prévue, et il faut avoir un plan de secours si jamais comment dire, tous les rêves que tu as par rapport à ce contrat-là, de tout ce qui pourrait se déclencher en plus ou se renouveler ou tout ça, n'ont pas lieu, de manière Mmh. à voilà, à pas te retrouver en risque et en galère quand le truc s'arrête. Et c'est d'autant plus vrai quand tu as des clients qui te monopolisent, enfin qui te mobilisent à quasi temps plein, parce que ça arrive d'avoir des grosses missions sur lesquelles tu es mobilisé quasiment à temps plein, et donc enfin, tu as peu de temps aussi pour réfléchir à ta prospection, à tout ça, enfin, et à ton développement commercial. Donc voilà, un aléa, c'est ça. Enfin, c'est vraiment ouais, les missions qui s'arrêtent plus tôt que prévu ou qui se renouvellent pas, sans que tu aies vraiment réfléchi à la suite. Donc voilà, donc ça, clairement, partir du principe que il vaut mieux avoir trop de missions, quitte à recommander d'autres personnes que soi-même parce qu'on peut pas les assurer, que d'en avoir pas assez. Donc voilà, tout simplement le développement commercial, en faire tout le temps. Mmh. Et pas parce que et surtout pas se dire bah là non non, là j'ai 3 missions en parallèle qui m'occupent à 100% de mon temps et qui me permettent de couvrir une rémunération mensuelle correcte, donc c'est bon, j'arrête le développement commercial parce que là sinon ça va être compliqué. Bah non, en fait, de continuer. Parce qu'en plus de ça, il y a des cycles, hein, sur le développement commercial. Donc en gros, quand tu pars de zéro, bah tu vas mettre 3 à 6 mois avant de vraiment avoir des missions qui vont commencer à retomber un peu régulièrement. Donc voilà, donc ça s'anticipe. Ça se fait pas du jour au lendemain. Le deuxième truc, c'est le financier. Euh, c'est pareil, les finances, euh, être freelance, c'est être une entreprise. Et une entreprise, bah, elle suit pas simplement sa trésorerie. Elle suit sa compta, elle suit ses finances, elle anticipe
par rapport à ses besoins futurs. Donc, il y a un vrai sujet sur le volet financier quand on est freelance. Ça, on pourrait en parler pendant des heures, donc je vais faire très très court. Mais moi, je me suis retrouvé dans une situation il y a 4 ans, ouais, ça 4-5 ans, où parce que mauvaise comment dire, plusieurs aléas qui se produisent coup sur coup, donc pas de bol. Et à un moment où j'avais peu de trésorerie d'avance, donc double pas de bol, ou triple, quadruple d'ailleurs à l'époque, pas de bol. Et résultat, je me suis retrouvé dans une situation où il fallait que je retrouve très très rapidement des missions, mais très très rapidement des missions fortement rémunératrices parce que j'avais pas assez de trésorerie d'avance pour pouvoir pallier à la baisse d'activité. Et ça a pas pris enfin ça a pris du temps, ça a pris 5-6 mois. Et je me suis retrouvé, alors je vais pas me plaindre, hein, tout va bien, j'étais pas à la porte, etc. Mais je me suis retrouvé à faire des petites enveloppes en fait, des petites enveloppes de thunes tout simplement pour me dire ok, cette semaine je ne dépenserai que ça, et pour être Mmh. sûr de ne pas avoir dépensé plus. Une fois avoir payé le loyer, le truc, enfin tous les trucs de base, donc Oui, je me plains pas, c'était très confort quand même. Mais néanmoins, enfin, tu, enfin, c'est dur. Psychologiquement, j'ai vachement morflé à l'époque, hein, mais et j'en parle rarement parce que voilà. Euh, mais pour le coup, c'est vraiment important quand on est freelance d'avoir une vue permanente, hein, sur sa trésor d'avance. Et on dit souvent, il faut avoir un an de rémunération devant soi en termes de trésorerie. Alors je serais pas aussi catégorique, je pense qu'avec 6 mois, c'est déjà correct. Mais effectivement, si tu veux être bien, il faut un an. Et quand on démarre, on oublie ça. Et enfin, on n'y pense pas, c'est pas qu'on oublie, c'est on n'y pense pas. Où on se dit, bah ouais, mais là je démarre, donc je peux pas non plus pas tout faire, hein, donc il faut arbitrer entre mettre de côté pour plus tard et couvrir les frais du moment, donc c'est logique. Et on peut très vite se faire happer dans le quotidien de l'activité et oublier finalement de penser à cet aspect-là. Et c'est hyper important, ouais, de faire en mmh, sorte de mettre de côté très rapidement, euh, et de ne pas être simplement dans je couvre mes frais mensuels, entre guillemets, ma rémunération, puis mes frais d'activité et tout ce qui tourne autour, mais aussi je couvre mes frais et je mets de côté. Et moi, la règle que je me suis fixée, en gros, c'est enfin, moi, je dors bien la nuit quand je mets de côté un demi-mois chaque mois, en gros, pour faire simple. OK. Ce qui fait que je dors Heu pas toujours bien la nuit, hein. Et le sommeil, ça aussi, c'est important pour les freelance entrepreneurs. Voilà. Justement, c'est ma dernière question, parce qu'en plus, je vois l'heure tourner et je sais que Ouais. tu as un impératif. Tu en as déjà donné énormément, mais si tu pouvais résumer, 3 conseils principaux pour un entrepreneur qui se lance ou qui aurait des craintes, des doutes, à se lancer, Ouais. parmi tous ceux que tu as déjà dit et bien sûr, on les reprendra, dans les différents posts, sur l'épisode. Ouais, alors celui sur la finance dont on vient de parler, c'est hyper important. Pensez à mettre de l'argent de côté, en fait, pour pallier Mmh. justement aux aléas de l'activité, parce que quand ça arrive, en Yes. général, ça arrive pas au bon moment. Donc, et ça arrive en général avec plusieurs aléas à la fois. Oui. Donc rebondir, c'est Un souvent aléa, difficile. c'est un Voilà. aléa ne s'accompagne pas seul, ça c'est sûr. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Donc, enfin, c'est un peu la loi de Murphy, hein. Donc Mmh. là-dessus, soyez prévoyants, pensez dès maintenant à mettre de côté de la trésor pour les moments où l'activité sera pas au rendez-vous et où vous aurez des déconvenus. Ça, c'est le premier point. Mmh. Le deuxième, c'est un conseil alors, je vais dire pour les aspirants freelance, donc toutes les personnes qui souhaitent se lancer en freelance, mais qui n'osent pas forcément le faire. Souvent, ça c'est un truc que j'ai constaté, souvent, et notamment, j'ai donné des cours aussi sur la thématique de devenir freelance, et on a un programme de formation coaching là-dessus chez NoSpoon. Mais souvent, les aspirants freelance, moi, ce qu'ils me disent, c'est bah ouais, mais je suis pas légitime en fait, j'ai rien fait d'autre que mon salariat, quelques missions à gauche à droite, mais voilà, il n'y a pas grand-chose à valoriser, donc je suis pas du tout légitime pour aller démarcher des clients et leur dire bah faites-moi confiance pour faire ci, pour faire ça.
la légitimité, elle est perçue. C'est Mmh très très simple, hein. La légitimité, elle est perçue. Donc tu peux ne pas être légitime, mais être perçu comme légitime par ton client. Et finalement, le sujet, c'est quoi? C'est pas de pas être légitime. Enfin, c'est pas, pardon, d'être légitime. C'est d'être perçu comme étant légitime par la personne avec laquelle tu veux travailler. Pour faire un petit clin d'œil au début du podcast, voilà, la première mission que j'ai faite pour Camille, où je lui avais vendu, ouais, je suis designer UX, j'utilise des méthodologies innovantes, blabla, 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 blabla. mh. J'étais légitime de quoi? J'étais légitime d'avoir écrit sur le sujet. Je n'avais jamais animé un seul atelier collaboratif avec les méthodes de facilitation que je proposais. Je n'avais jamais fait un seul projet en mettant en œuvre les méthodes de design UX que je préconisais. J'étais convaincu que j'étais capable de le faire, c'est pas le sujet. Et il se trouve que ça a été le cas. Et rien n'était parfait, hein. Personne n'est parfait. J'ai fait plein d'erreurs, plein de trucs. Si je le refaisais aujourd'hui, je ferais pas pareil, mais c'est pas le sujet. Le deal était correct à l'époque sur la valeur ajoutée que j'ai apportée. Mais pour autant, si je m'étais dit non, non, je suis pas légitime, bah, j'y serais même pas allé rencontrer Camille. Et je pense que je serais plus freelance aujourd'hui. Et Camille, quand elle m'a rencontré, elle m'a considéré comme légitime tout de suite. Parce que j'avais écrit, parce que tout ce que j'avais fait, et puis la recommandation qu'on lui avait donnée, mettait un tampon, cette personne est légitime. Donc voilà, donc ne pas s'arrêter à sa propre perception. La légitimité, elle est perçue. Donc Mmh. voilà, vous arrêtez pas, lancez-vous et au pire des cas, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un vous dit bah non merci, finalement je vais pas travailler avec vous. Est-ce que le monde s'effondre? Non. Bon, voilà. Donc en gros, finalement le risque c'est quoi? C'est que quelqu'un dise oui plus que quelqu'un dise Mmh. non. Voilà. Et puis après on peut très bien aussi se lancer en parallèle de son salariat, du moment qu'on respecte un certain nombre de petites règles de base, on peut se lancer en parallèle de son salariat pour tester l'activité, tester l'appétence, et puis puis petit à petit aussi engranger de la légitimité perçue de par les preuves sociales sur les missions qu'on aura faites. Et puis financièrement en ne prenant pas de risque parce qu'on a encore son salaire pour compenser. Voilà. Donc le deuxième conseil, c'est sur la légitimité, ouais, effectivement. Et puis allez, pour aller vite au truc, parce qu'en plus, effectivement, l'heure file. Le troisième conseil, si je devais en sortir un, c'est entourez-vous. Mmh. Alors, on peut se lancer seul, c'est pas le sujet. Enfin, moi, je l'ai fait, j'étais pas spécialement entouré quand je me suis lancé. Il y a des centaines de milliers de freelance entrepreneurs qui l'ont fait, mais entourez-vous. Mmh mh. C'est pourquoi? Bah, parce que ça sera plus facile. Et Ouais. puis et quand bien même vous ne pouvez pas toujours savoir a priori, c'est les personnes dont vous vous entourez, c'est des personnes qui sont, c'est les bonnes personnes, si leurs conseils sont justes, sont vrais et tout. Prenez jamais tout au pied de la lettre, mais entourez-vous parce que ça vous permettra de prendre du recul sur vous-même et ça vous fera de toute manière gagner du temps. Ouais, je te rejoins complètement. Enfin, c'est vraiment un des facteurs qui a fait que moi aussi j'ai réussi à sauter le pas, c'est que c'est pas forcément se sentir entouré d'entrepreneurs, c'est vraiment se Non, sentir ouais, aussi entouré de sa famille, de ses proches qui ouais, soutiennent votre projet, même si eux ne seraient pas forcément à même de se lancer, ils auraient pas forcément envie, mais au moins ils soutiennent ça. Et ouais. rien que d'avoir un soutien dans ses proches, vraiment dans son cercle proche, c'est hyper important pour se sentir justement légitime de faire ce qu'on fait. Exactement, ouais, ouais, exactement. Et puis, et puis que ces proches en question se disent ouais, c'est génial, ou oulala, j'en sais trop rien, moi ça me fait peur. C'est pas grave. Mmh L'important, mh. c'est que enfin, si c'est des proches qui sont là et qu'apporteront un soutien émotionnel, un soutien psychologique, un soutien tout ce qu'on veut à des moments clés, bah, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Voilà. Mmh Et mh. puis, si je vais quand même rajouter un dernier conseil, parce qu'en fait, c'est quand même un peu ma marque de fabrique, celui-là, c'est en fait, lancez-vous. Hein. Il y a pas de sujet. Il y a un moment donné, quand on ne fait rien, il se passe rien. Donc en gros, il y a des centaines de milliers de citations d'entrepreneurs pour expliquer qu'il n'y a pas de meilleur moment pour se lancer. Il y a le moment où on se lance finalement. Et lancez-vous, lancez-vous. C'est Mmh.
il y a pas grand-chose à perdre à, à faire une expérience. Après, si vous, enfin, voilà, pour se lancer en modérant le risque, il y a ce que je dis, on peut se lancer en parallèle de son activité salariée, on peut se lancer sur, enfin, il y a plein de manières de faire qui font qu'on peut couvrir son risque, on peut prendre un congé pour création d'entreprise, ce qui fait qu'on peut revenir dans l'entreprise si ça se passe mal. Il y a plein de solutions qui existent en France. On a beaucoup de chance. Pour ceux qui ont encore la chance de pouvoir avoir des ruptures conventionnelles, c'est pas tout le monde. Petite info, moi, quand je me suis lancé à mon compte, moi j'ai démissionné de la Poste Mmh. parce que la Poste ne faisait pas de rupture conventionnelle. Euh, je pense qu'ils en font toujours pas d'ailleurs, parce que, enfin, bref, il y a un mode de financement des ACDIC par la Poste qui est particulier et qui fait qu'ils font pas de rupture conventionnelle. Mmh. Donc j'ai démissionné, j'ai pris tous les risques en fait en démissionnant. Mais aujourd'hui en France, on a énormément de chance, on a plein de dispositifs qui existent pour accompagner les entrepreneurs, et entrepreneurs au sens large, hein, c'est pas forcément ceux qui vont créer des startups qui vont valoir des milliers de dollars, enfin des millions de dollars de valorisation ou des milliards de dollars de valorisation. Enfin, il y a des dispositifs pour tout le monde, de l'entrepreneur individuel, freelance, etc., en passant par la TPE, la PME, le TI, le grand groupe et la startup qui scale pour devenir une licorne. Il y a de tout. On a énormément de chance en France là-dessus. Donc, prenons quelques risques, mesurez s'il faut se rassurer, et en tout cas se mettre un petit parachute pour pas, pour réussir à y aller. Mais il y a plein de possibilités de se lancer. Le sujet, c'est de se lancer. Si vous avez une envie, une aspiration, lancez-vous. Mmh. Je pense que c'est le mot de la fin parce que normalement je rajoute toujours une question. Est-ce que tu as un dernier message? Mais je crois que ton dernier message c'est lancez-vous. Lancez-vous. C'est ça. Mais en tout cas, merci beaucoup Fabien pour cet échange, pour le temps passé, pour voilà, ta confiance et tous tes partages. De toute façon, on se retrouve demain pour la sortie de l'épisode. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Alexandre, et j'étais ravi d'être avec toi et avec les auditeurs du podcast. C'est super chouette. Merci. De rien, à bientôt. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et petites étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages en privé, ça nous fera très plaisir.